Donc nous allons commencer maintenant la partie culturelle de notre réunion, et grâce à Madame Claire Aulagnier, qui est docteure en histoire de l'art, avec une thèse sur les petites maisons et les folies du XVIIIe siècle. Et je signale aussi que Madame Aulagnier habite le 5e arrondissement. Je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Comme vous le savez sans doute, nous célébrons en cette année 2013 le tricentenaire de la naissance de l'architecte Jacques Germain Soufflot, donc architecte français, né à Irancy en 1713. Et au début des années 1730, alors que sa famille le destine à une profession de juriste, le jeune homme quitte sa région natale pour l'Italie, où il séjourne durant près de 6 ans. Et sur place, son zèle à dessiner les monuments le conduit bientôt à recevoir un brevet de pensionnaire à l'Académie de France à Rome. Il se lie alors d'amitié avec des architectes et des sculpteurs de sa génération, mais également avec des amateurs qui constitueront ensuite son premier réseau professionnel. C'est précisément parce que des sympathies lui étaient acquises que le jeune architecte choisit de s'installer à Lyon à son retour de Rome. Admis à l'Académie lyonnaise des beaux-arts dès 1738, il présente ses dessins italiens et s'engage avec passion dans les débats esthétiques qui animent la scène artistique dans les années 1740. Et quelques années plus tard, c'est ce même réseau lyonnais qui permet à Soufflot de gagner la capitale. En effet, en 1749, le duc de Villeroy, alors gouverneur de Lyon pour le roi, soutient l'élection de Soufflot à l'Académie royale d'architecture, et la même année, pour des raisons qui demeurent à ce jour encore assez obscures, Madame de Pompadour le choisit pour accompagner son frère au cours d'un voyage en Italie. Ce deuxième séjour italien constitue un épisode central dans le processus de carrière ascendante de Soufflot. Véritable mission d'éducation artistique pour le futur directeur des bâtiments du roi, Abel Poisson de Vendrières, bientôt connu sous le nom de marquis de Marigny. Ce voyage de la délégation française en 1750 symbolise la volonté de renouveau esthétique en France. Soufflot se présente alors comme une sorte de précepteur artistique qui, étape après étape, soumet à l'admiration du jeune homme les trésors italiens de l'Antiquité et de la Renaissance. À son retour en France, Soufflot partage son temps entre Lyon et Paris, où il s'installe définitivement en 1755. Le marquis de Marigny a alors pris la succession de Tournehem à la direction des bâtiments du roi et compte bien sur son compagnon de voyage pour mener à bien la restauration artistique qu'il estime prioritaire. Ainsi, le 6 janvier 1755, sur l'impulsion de Marigny, qui souhaite contrer l'influent premier architecte Gabriel, Louis XV choisit Soufflot pour construire l'édifice le plus important du règne, la nouvelle église des Génovéfins de Paris. Le marquis de Marigny trouve en effet en lui un architecte à la mesure de des ambitions royales, c'est-à-dire capable de renouveler l'architecture religieuse. La même année, Soufflot est également nommé contrôleur des bâtiments du roi au département de Paris. Alors le département de Paris est le plus important des 18 départements de la direction des bâtiments du roi. Et c'est une nouvelle fois grâce au marquis de Marigny, qui désirait devenir l'ordonnateur d'une esthétique officielle exemplaire, qui ne s'accommodait plus véritablement du génie décoratif de Gabriel, que Soufflot va s'imposer sur la scène architecturale parisienne. Le contrôle des bâtiments de Paris et le chantier de l'église Sainte-Geneviève constituent les deux pans principaux de la carrière parisienne de l'architecte, qui continue en parallèle d'assurer le suivi d'un certain nombre de chantiers provinciaux, donc à Lyon, à Mâcon et ailleurs. Ces deux importantes charges que nous allons explorer à présent trahissent également la pluralité du travail d'un architecte de premier plan au siècle des Lumières. Et si le contrôle des bâtiments et le chantier de l'un des édifices les plus remarquables de la fin de l'Ancien Régime témoignent de la charge considérable de travail à laquelle était confronté Soufflot,
Ils augurent surtout de l'impact que celui-ci aura sur son temps. De fait, l'activité de Soufflot à Paris, ses charges officielles, comme le chantier de son église, sont au cœur des réflexions qui entraînent une nouvelle politique artistique et monumentale. Entre 1756 et 1780, Jacques-Germain Soufflot assume successivement les charges de contrôleur des bâtiments du roi au département de Paris, puis d'intendant général à partir de 1776. Ces charges le conduisent à travailler quotidiennement avec les directeurs successifs des bâtiments du roi, donc Marigny d'abord, l'abbé Terray ensuite et le comte d'Angivilliers enfin. Parallèlement au grand chantier qui jalonne sa carrière d'architecte, à Lyon comme à Paris, Soufflot s'acquitte donc durant 24 ans d'une charge substantielle de travail qui sollicite des compétences diverses. Ce travail, dont l'importance reste à ce jour difficile à évaluer, fit l'objet d'une correspondance très fournie avec les directeurs des bâtiments du roi et divers autres fonctionnaires. Cette source, une correspondance classée par auteur et isolée des dossiers par édifice, permet de se faire une idée de la variété des tâches et de son ampleur. Elle est aussi très précieuse pour juger des rapports qu'entretient Soufflot avec sa hiérarchie. Cette correspondance nous permet en effet d'évaluer dans un premier temps la nature du travail qui occupe le contrôleur des bâtiments du roi. À Paris, les bâtiments du roi recouvrent des choses fort différentes. Les palais du Louvre, des Tuileries, du Luxembourg et leurs écuries, les châteaux de Madrid, de la Muette, le bois de Boulogne, le jardin royal d'Auteuil, les Champs-Élysées et la butte de l'Étoile, des pépinières et des marbreries, de nombreux hôtels dévolus à l'administration, des maisons diverses occupées ou à démolir, des places, des statues royales, mais aussi le garde-meuble de la place Louis XV, l'école militaire, les églises de Sainte-Geneviève et de la Madeleine, et divers autres établissements religieux, la Saint-Maritaine, les châteaux d'eau du Palais Royal et de l'Arbre Sec, le Pont-Neuf et les fameuses baraques, c'est-à-dire ces constructions éphémères élevées sur des terrains appartenant au roi et prenant souvent appui sur un édifice lui appartenant aussi. D'un côté, le contrôleur est sollicité comme le serait le premier architecte pour concevoir le dessin d'un édifice monumental dont l'impact sur le paysage parisien urbain sera considérable. Et de l'autre, il doit rétablir des murs de clôture, des cheminées, des croisées ou faire procéder à l'élagage des arbres du Luxembourg, par exemple, qui vont causer de nombreuses incommodités à certains propriétaires voisins. En somme, les objets de la vie quotidienne voisinent avec le monumental, comme l'ânesse dont je cite « En ce moment, Madame de Bizy prend le lait et qui est autorisée à paître sur les Champs-Élysées » ou encore la vache de l'architecte lui-même qui entre aux Champs-Élysées en 1778. Donc tout ceci est notifié dans cette correspondance entre Soufflot et les directeurs des bâtiments du roi successifs. La lecture de cette correspondance permet également d'évaluer les rapports qu'entretient Soufflot avec les directeurs des bâtiments du roi. Ceux-ci sont doubles. D'une part, l'architecte sert d'intermédiaire entre le directeur et une partie du corps de métier au service du roi, donc les décorateurs, les peintres, les menuisiers, etc., soumettant les requêtes et transmettant les ordres. D'autre part, l'architecte entretient une relation individualisée avec le directeur, chacun faisant part de ses interrogations à l'autre et s'en remettant à ses compétences. Dans ce contexte, Soufflot ne se risque jamais à prendre une décision sans l'aval de son supérieur. Il vérifie également que tous les chantiers et entreprises dont il a connaissance ont bien été engagés avec l'accord du directeur. Des rencontres formelles ont nécessairement lieu de temps en temps et de fait, les lettres font notamment mention de contacts et de décisions prises de vive voix. Fait intéressant, on note quelques différences majeures entre la correspondance de Soufflot et de Marigny et celle que l'architecte entretient plus tard avec d'Angivilliers. La conjoncture est alors différente, la personnalité des directeurs aussi. On sait que d'Angivilliers est obsédé par la dépense, par exemple, qui a en effet été excessive. On est là à la fin de l'Ancien Régime et vraiment les caisses sont vides. Pas une lettre de sa main ne mentionne pas ce problème. Avec Marigny, par contre, le ton est plus libre, parfois moins formel.
De fait, on connaît leur histoire commune et l'amitié qui les lie depuis leur voyage en Italie. On constate même l'intrusion régulière de sujets personnels entre les deux hommes dans la correspondance. Il faut dire que Soufflot a travaillé pour Marigny. Ainsi peut-on lire, glissées au milieu des missives concernant les bâtiments du roi, quelques notes écrites de la main du directeur, telles que celle-ci, datée du mois de mai 1761. Je cite « Soufflot, quittez le Louvre auquel nous ne ferons pas grand-chose cette année à cause de l'imbécilité de M. Rouillet et de l'activité de ceux qui régissent ses affaires. Quittez Sainte-Geneviève, dont j'ai entendu faire grand éloge hier en présence du roi. Quittez tout, il est question de ma petite maison du Roule. » Voilà la fameuse maison du faubourg du Roule que réalisa Soufflot pour Marigny dans les années 60. Par ailleurs, l'importance de leur échange à propos de Ménard notamment, où Marigny emploie Soufflot à titre personnel, a déjà été montrée par Monique Mosser dans différents articles. Le contrôle au quotidien repose donc sur le dialogue permanent avec les directeurs des bâtiments. L'étude de la correspondance permet alors une chronologie très fine de la pratique architecturale dans tous les domaines, depuis les grands chantiers, comme la construction de Sainte-Geneviève, dont on parlera dans un instant, et les questions urbaines, comme l'aménagement de la place Louis XV, jusqu'à la gestion des palais, qu'il faut entretenir et modifier sans cesse parce qu'ils sont de vastes immeubles et le siège d'activités administratives, éducatives et artistiques diverses. C'est précisément à ce cas particulier, la question des demeures royales, que nous allons à présent nous intéresser. Il ne s'agit pas là, loin s'en faut, d'un exemple propre à témoigner de la politique monumentale et urbaine menée par Soufflot à Paris à partir des années 1750 et jusqu'à sa mort. Toutefois, la question de l'entretien des demeures royales permet de mettre en lumière un aspect méconnu de la carrière et de la politique artistique menée par Soufflot. Quand le roi séjournait à Versailles, la cour délaissait les Tuileries, mais le château n'était pas pour autant abandonné. Un grand nombre de notables et de fonctionnaires de la couronne étaient logés dans l'immense édifice. En outre, la salle de spectacle et une partie des grands appartements faisaient l'objet de concessions temporaires à des entreprises de concerts et de spectacles, comme le concert spirituel, l'opéra ou la comédie française. Si bien que le lieu était encore au centre de la vie culturelle française. Il existe très peu d'éléments descriptifs et historiques sur les logements du château. Mais on sait que les détenteurs respectaient mal les volumes, créant des mezzanines et des cagibi. Face à cela, Soufflot n'a de cesse de rappeler son désaccord quant aux modifications, aux transformations des logements mis à disposition des courtisans par le roi. Sa position s'affirme plus radicalement encore au début du directorat de Dangivillers, où les réfections d'appartements se multiplient, souvent sans l'accord préalable de Soufflot. Il n'hésite alors pas à parler de mutilation et s'offusque de l'intervention, je cite, d'ouvriers étrangers qui interviennent sans son aval et sans égard à la richesse des décors en place. Ainsi écrit-il à propos du logement de la comtesse de Lamarque, je cite, « Tout cela vient de la permission que vous avez donnée à madame la comtesse d'employer son menuisier, un des nôtres n'aurait pas osé faire pareille chose. » Au terme de ces constatations, Soufflot écrit, je cite à nouveau, « Tout cela prouve qu'il serait très important de n'accorder des logements dans les maisons royales décorées qu'à la condition d'en jouir en les laissant tels qu'ils sont, mais il faudrait que la règle fût invariable, parce que les personnes qui en obtiendraient exciperaient toujours de la permission que l'on aurait donnée à d'autres, et solliciteraient en conséquence, comme cela s'est pratiqué jusqu'à présent. » Le suivi des logements accordés aux courtisans le conduit à considérer les transformations qui s'y opèrent du point de vue de l'architecture. Il regrette notamment que le caractère des édifices soit souvent modifié ou que les interventions, je cite, « gâtent les façades décorées ». D'autre part, il s'oppose au démantèlement des décors et aux usages non respectueux qu'en font les occupants. Lors d'une visite à la comtesse de Lamarque, toujours elle, il est, je cite, « fort étonné de voir que dans la pièce qui précède, on a enlevé tous les lambris à hauteur d'appui qui étaient ornés de peintures et de dorures pour y substituer du nid. » Puis plus loin, je cite à nouveau, « À l'égard de la demande que fait madame la comtesse de boiser les murs qui sont nus, il paraîtrait tout simple d'y mettre de la tapisserie. Il y aura à lever les anciennes boiseries. L'inconvénient est de ne plus les retrouver, peut-être du tout, ou de les retrouver altérés et gâtés. » Il ordonne alors de conserver les lambris dans un cabinet que l'on a fait pratiquer dans les grandes pièces.
ainsi que, je cite, un cabinet que l'on a fait pratiquer dans les grandes pièces, ainsi que vous l'avez permis. Donc au-delà du souci de ne pas détériorer, apparaît donc même le souci de ne pas perdre les décors qui pourraient être retirés. Il note enfin que ce logement, une dernière citation, fait peine à voir à présent par toutes les cloisons qui, sans cependant rien altérer au fond, produisent, par la manière dont elles coupent les compartiments des beaux plafonds que vous y avez vus, de fort mauvais effets. D'ailleurs, monsieur, où vous n'aviez permis qu'une cloison, on a fait une alcôve et un entresol, ce qui met du monde à coucher bien près des dorures et des peintures. Vous imaginez un peu de quelle manière étaient gérés ces appartements royaux, divisés, subdivisés, plus que réduits pour loger un maximum de gens. Et ainsi, donc, effectivement, provoquer des détériorations dans les décors. Ainsi, voyons-nous bien de quelle manière ces observations conduisent Soufflot à des considérations patrimoniales. Dans sa monographie consacrée à l'architecte et parue en 2004, Jean-Marie Pérouse de Monclos affirme, je le cite, « Mis à part l'église Sainte-Geneviève, l'œuvre de Soufflot à Paris n'a pas laissé de témoins majeurs. » Nous ne sommes pas arrêtés aujourd'hui sur les grands chantiers publics que Soufflot a en charge en cette fin d'Ancien Régime au titre de contrôleur et d'intendant du département de Paris. Ni le projet de la place devant le Palais Royal ou l'aménagement des Champs-Élysées, ni la question du Pont Neuf ou des dégagements de la colonne du Louvre. Et nous voyons pourtant bien ici, à travers ce travail besogneux, quotidien, ingrat même, les questions majeures que l'architecte soulève et l'impact qu'il put avoir sur la conception même de la discipline architecturale. Le contrôle des bâtiments permet bien à Soufflot, hautement protégé par Marigny, de s'imposer à la fois comme rival du premier architecte et comme responsable de la régénération du goût. Cette double image justifie évidemment le choix de Soufflot pour la reconstruction de l'église Sainte-Geneviève. Au cours de la guerre de succession, un peu dommage de mettre cette image alors qu'il suffit de se pencher à la fenêtre pour observer l'édifice. Au cours de la guerre de succession d'Autriche, en 1744, Louis XV tombe gravement malade à Metz. Il invoque alors la protection de Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris et de la France. À son retour, le roi se rend en pèlerinage à l'église de la Sainte Patronne. Les Génovéfains se saisissent alors de l'occasion pour demander la reconstruction de leur église abbatiale. Le roi en fait instantanément la promesse, mais ce n'est que 10 ans plus tard, en 1754, qu'un arrêt du Conseil décide de financer le projet. Si l'anecdote est fondatrice, la piété royale n'est évidemment pas la seule à motiver le nouveau chantier de l'église Sainte-Geneviève. Celui-ci va en effet être le jalon d'une politique de prestige soigneusement orchestrée par le roi qui cherche à faire durer l'admiration et l'attachement filial de son peuple. Dans cette perspective, la reconstruction de l'Église est un acte politique qui, comme Daniel Rabreau l'a déjà montré, vise à redorer l'image idéale du roi, et ce sous 3 facettes. L'image personnelle du prince, l'image politique du souverain et l'image dynastique du monarque. Je m'explique. L'image personnelle du prince, car Louis XV souhaite évidemment faire ici oublier à son peuple l'aspect scandaleux de sa vie privée, ses conquêtes féminines nombreuses et ses maîtresses plus ou moins instituées. L'image politique du souverain, car à l'issue de la guerre de succession d'Autriche, le pouvoir royal est affaibli par un traité de paix défavorable qui mécontente l'opinion. Enfin, l'image dynastique du monarque, car la reconstruction de cette vieille église médiévale permet également au roi de rappeler sa filiation avec Clovis, en faisant appel à l'histoire nationale, qui est fort appréciée au XVIIIe siècle, le roi espère rehausser sa légitimité politique. En outre, située au cœur du quartier de la contestation religieuse, la nouvelle église vise à rétablir le prestige d'une église divisée par les querelles. Le projet est confié à Soufflot le 6 janvier 1755. À cette époque, l'architecture religieuse est dominée
par un modèle créé 2 siècles plus tôt et dont l'église Saint-Roch, dont je vous ai mis quelques vues ici sous les yeux, fournit un bon exemple. Plan longitudinal, large pilier supportant une voûte en plein cintre, façade constituée d'ordres superposés. L'ambition de Soufflot est bien évidemment de dépasser ce modèle qui conduit à une structure massive avec ses lourds piliers rendus nécessaires par le poids de la voûte. Il est alors stimulé par le désir de rivaliser avec les réalisations monumentales de Saint-Pierre de Rome et de Saint-Paul de Londres. Saint-Paul de Londres ici en haut et Saint-Pierre de Rome en bas. Ces réflexions le conduisent à proposer une solution tout à fait novatrice. Il rejette l'emploi des piliers pour redonner aux colonnes isolées le rôle porteur qu'elles avaient dans les temples antiques. L'espace intérieur, libéré de structures massives, retrouve ainsi l'élancement et la clarté propres au gothique. Il faut imaginer évidemment l'église Sainte-Geneviève qui était percée de nombreuses baies qui ont été bouchées ensuite au XIXe siècle. Ainsi, voyons-nous bien de quelle manière... alors, excusez-moi, je me trompe de phrase. De fait, Maximilien Brébion, voilà, résume ainsi l'ambition de Soufflot. Je cite, mais vous l'avez sous les yeux, « Le principal objet de M. Soufflot, en bâtissant son église, a été de réunir sous une des plus belles formes la légèreté de la construction des églises gothiques avec la pureté et la magnificence de l'architecture grecque. » Dans l'une de ses premières conférences à l'Académie des Beaux-Arts de Lyon, Soufflot n'avait-il pas comparé les églises modernes à celles du Moyen-Âge ? Un peu plus tard, il avait également manifesté de diverses manières son intérêt pour l'art gothique, notamment dans sa conception de la Charité de Mâcon. Le premier projet de Soufflot est livré en 1755. Il adopte alors un plan en croix grecque. Voilà, vous avez sous les yeux le projet de 56 qui est assez similaire. Donc, il adopte un plan en croix grecque formant 4 nefs égales, tandis que l'extérieur du bâtiment est marqué par un dôme qui s'élève à la croisée du transept et par un péristyle d'entrée couronné par un fronton triangulaire. Ce projet initial connaît plusieurs modifications au cours des 2 décennies suivantes. Dès 1758, le plan est modifié par l'adjonction d'une avant-nef, d'un chœur et de 2 tours au chevet de celui-ci. Et vous avez ici notamment le plan 74 qui illustre bien ces transformations. En 1764, la forme du dôme subit à son tour... Ah, j'ai une illustration qui ne passe pas, excusez-moi. En 1764, la forme du dôme subit à son tour des transformations. Sa forme définitive ne sera d'ailleurs obtenue qu'en 1777, après 5 projets successifs. Je vous en ai mis ici 2 différents, donc vous voyez bien les transformations au niveau du dôme. Ah voilà, excusez-moi, je suis désolée, j'ai un problème dans mon... Je suis désolée, je vais essayer de vous supprimer ça. J'ai une image qui a sauté. Voilà. Excusez-moi. Donc, voici l'élévation de 1777 qui représente le dôme tel qu'il sera finalement construit, donc après 5 projets successifs, comme je vous l'expliquais. Toutefois, ces différents changements ne compromettent pas les principales caractéristiques de la réalisation de Soufflot, présentes dès le projet initial, des colonnes isolées supportant directement les voûtes grâce à une répartition optimale des poussées. C'est ce que voulait Soufflot et c'est ce qu'il a réussi à tenir coûte que coûte jusqu'au bout.
Cette répartition est en effet assurée du coup par l'utilisation de différents types de voûtes, des coupoles à pendentifs, des voûtes en berceau à lunettes, des arcs doubleaux, etc., qui rassemblent les poussées à certains endroits, tandis que les côtés de l'édifice sont épaulés par des arcs boutants. Le principe de colonne portante ne peut, pour des raisons de solidité évidentes, être choisi pour soutenir le dôme, et Soufflot construit donc 4 piliers pour le supporter. Excusez-moi. Voilà les piliers, les fameux piliers, voilà, ici triangulaires, que vous voyez sur ce plan de 75, et qui sont censés, voilà, avec l'aide d'un certain nombre d'arcs boutants, soutenir la fameuse coupole très très conséquente. Bien que l'on travaillait aux fondations de l'édifice depuis 1757 et que la crypte soit achevée en 1763, voilà la fameuse vue de la crypte, Louis XV pose la première pierre au cours d'une cérémonie solennelle le 6 septembre 1764. On va donc bientôt célébrer cet anniversaire. Vous avez sous les yeux ici un tableau de Demachy qui représente cette pose de la première pierre, donc avec l'élévation de l'église qui n'est qu'un trompe-l'œil, qu'un décor qui a été dressé pour l'occasion pour montrer ce que serait l'église. Et vous voyez d'ailleurs de quelle manière il y a des tribunes qui sont dressées de part et d'autre, pour contenir les spectateurs, l'affluence des Parisiens venus assister à la pose de la première pierre. Sur ce tableau, on y reconnaît au premier plan le roi et l'architecte, mais également le marquis de Marigny, en habit noir de grand deuil, puisque sa sœur, la marquise de Pompadour, directement concernée par la genèse de la nouvelle église Sainte-Geneviève, était en effet décédée quelques mois plus tôt. Les colonnades de la nef et du péristyle sont réalisées entre 1777 et 1780. Des difficultés techniques compromettent longtemps l'achèvement des travaux. Il faut consolider le terrain en maçonnant 69 puits de carrière afin d'établir les fondations, puisque la butte Sainte-Geneviève est une véritable termitière. En 1780, Soufflot disparaît et Sainte-Geneviève n'est pas achevée. Le chantier se poursuit avec ses successeurs, Brébion et Jean-Baptiste Rondelet, malgré les difficultés financières. Le tambour du dôme est construit entre 1785 et 1787 et le dôme est terminé à la Révolution. En outre, plus qu'un édifice, Soufflot conçoit un véritable ensemble urbain. Dès 1763, il donne le dessin d'une grande place monumentale s'ordonnant autour du péristyle. Face à l'église s'élève alors l'école de droit et l'école de théologie, édifices séparés par une rue, aujourd'hui la rue Soufflot, et présentant une façade identique au tracé curviligne. Donc voici son projet. L'école de droit est construite entre 1771 et 1783, tandis que l'autre bâtiment ne sera édifié qu'au XIXe siècle, mais sur les plans de Soufflot, et deviendra la mairie d'arrondissement où nous sommes aujourd'hui. Des décors prévus par Soufflot, seuls ceux du fronton et du péristyle ont pu être exécutés, œuvres qui sont aujourd'hui malheureusement détruites. Le bas-relief du fronton représentait l'adoration de la croix, et sous le péristyle se trouvaient 3 bas-reliefs figurant la vie de Sainte-Geneviève et 2 autres illustrant la vie de Saint-Pierre et de Saint-Paul. À l'intérieur, Soufflot projetait de retracer l'histoire de la religion chrétienne. Chaque nef aurait ainsi reçu, dans leur partie haute, un décor sculpté consacré au christianisme, de sa genèse au temps présent. L'Ancien Testament et la religion judaïque dans la nef d'entrée, les églises grecques et romaines dans le transept et l'église gallicane dans le chœur. Soufflot prévoyait enfin de faire figurer dans la coupole l'apothéose de Sainte-Geneviève. Dans son ensemble, le projet de Soufflot répondait à 3 principes fondateurs. Une composition architecturale unitaire, au volume clairement lisible,
le rôle expressif de la sculpture devant ainsi contribuer à l'exaltation de la foi, selon les principes séculaires hérités du Concile de Trente, mais également une unité visuelle dans l'intime correspondance entre décor et structure architectonique qui repose sur un système d'ordonnance unique, l'ordre corinthien, qui est illustré à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'édifice. Évidemment, le système hiérarchique des 5 ordres d'architecture imposait l'usage du corinthien pour l'église Sainte-Geneviève. Et enfin, une unité symbolique entre plan centré et ordre d'architecture, entre structure et décor, qui s'appuie sur le caractère monumental extérieur de l'édifice, accompagné d'une iconographie narrative sculptée. Le chantier de l'église Sainte-Geneviève est surtout marquant par son caractère expérimental. Les dessins en furent modifiés durant plus de 20 ans, de 1755 à 1757. De 1757 à 1777, excusez-moi. Dans une maîtrise parfaite de la démarche, de l'inspiration éclectique de l'architecte. La structure de l'édifice, très audacieuse, suscite rapidement de très nombreux commentaires, élogieux pour certains, mais aussi critiques. L'architecte Pierre Part amorce ainsi la polémique sur la stabilité du dôme de Sainte-Geneviève dès 1770. Il faut enfin signaler l'utilisation nouvelle du fer dans l'architecture, puisque des armatures métalliques prises dans la maçonnerie sont destinées à renforcer les structures de l'édifice. Avec cette réalisation, Soufflot prend plus que jamais part à la politique monumentale menée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cet édifice y a même valeur d'exemple, et ce pour 3 raisons. De par sa position hiérarchique, puisqu'il va avoir une influence considérable, l'église Sainte-Geneviève cristallise en effet le mouvement engagé par la plupart des théoriciens et des architectes novateurs autour des questions que soulèvent les reconstructions d'églises, pensons notamment au chantier de Saint-Sulpice ou de Saint-Eustache à la même époque. En outre, la basilique du Vœu royal inspire toutes les audaces et se démarque par son caractère exemplaire. Pensons notamment à la diffusion par la gravure de toutes les étapes du chantier et les débats publics qui en émergent. Donc dès 1778, avec donc cette critique sur la stabilité, ou plutôt l'instabilité supposée du dôme, et ce, jusqu'après la mort de Soufflot, on continue à discuter et à produire des plans, et les ingénieurs font des expériences, des maquettes pour essayer de prouver à l'opinion publique, à l'architecte, que tout ça ne tient pas, et ce sont constamment c'est un ouvrage constamment remis sur la table, et ce sont des calculs 1000 fois refaits, et on a des documents des planches en fait qui représentent des plans, des coupes du dôme avec de la main des architectes et des ingénieurs une quantité de calculs, de formules, etc. Pour essayer de comprendre comment est-ce que cette affaire va pouvoir ou ne va pas pouvoir tenir. Enfin, le chantier de l'église Sainte-Geneviève témoigne donc d'une conception très expérimentale de l'architecture, avec ses étapes successives constamment et longuement débattues par les théoriciens de l'époque. Ah oui, ça c'était juste pour conclure une vue prophétique, comme vous le voyez, de l'église Sainte-Geneviève pour l'an 3000. Voilà. Qui a été réalisé à l'époque. Donc voilà. C'est pas tout à fait comme ça que c'est finalement, mais bon. La carrière de Jacques-Germain Soufflot a donc eu un impact considérable sur le Paris d'hier et d'aujourd'hui. L'église Sainte-Geneviève, bien sûr, dont l'histoire se poursuit encore aujourd'hui et sur laquelle il y aurait matière à parler durant des heures. On le voit encore avec ce chantier considérable et coûteux, oui, comme vous le remarquez, qui s'organise encore autour de cet édifice.
Donc l'église Sainte-Geneviève, bien sûr, mais également tous les autres chantiers, mineurs diront certains, mais qui, nous l'avons vu, n'en constituent pas moins un travail considérable sur lequel Soufflot ose s'épancher dans une lettre datée du 5 avril 1775 et adressée au comte d'Angivilliers, alors directeur des bâtiments du roi. Il dit, je cite, « Je reçois à l'instant la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire hier et qui m'est remise par un express. Pour vous satisfaire sur la promptitude à avoir celui de vous répondre, je m'acquitte tout de suite de ce devoir, mais cela n'est pas toujours possible. Des examens qu'il faut faire et des courses qu'ils occasionnent dans certains cas, des affaires relatives au service ou à celui de Sainte-Geneviève qui surviennent, prennent souvent bien du temps et en occupent la tête dont les facultés diminuent en raison de l'accroissement de l'âge, force à différer les choses mêmes que l'on désirerait accélérer. » Voilà, je vous remercie. Je suis allée un peu vite sans doute.